Alors dans l'ETP, vous avez observé des pollens ayant des caractéristiques différentes et permettant donc d'établir des liens avec le climat. Si l'on a beaucoup de pollen d'arbres, on peut imaginer que c'est un climat au minimum tempéré, donc par rapport à un climat de toundra dans lequel on aurait principalement des graminées. Alors, certaines espèces ne donnent pas beaucoup d'indications. Je pense au pin ou à l'épicéa que vous reconnaissez facilement à ces ballonnets et que vous avez facilement trouvé. Donc, il va falloir savoir ce que l'on cherche pour faire une démonstration intéressante. Ces observations permettent d'obtenir ce qu'on appelle des diagrammes polliniques, représentés ici sur ce document 2B de la page 69. Vous avez ici, en remontant le temps au niveau d'une carotte de tourbe, des espèces herbacées qui sont en forte proportion, à peu près 80%, ici il y a 900 000 ans, et puis des arbres qui sont minoritaires. Ceci indique que l'on avait un climat froid, un climat de steppe. Si l'on regarde dans le détail, on voit qu'en effet il y a très peu de bouleaux. Le pin, vous voyez qu'il n'est pas caractéristique, n'est pas significatif. Le noisetier, on en a très peu également de chênes, bien évidemment, typiques des climats plus chauds. Par contre, après ici, on voit qu'on a un début de réchauffement suivi d'un léger refroidissement. Et là, un climat beaucoup plus chaud, il y a 600-700 000 ans, avec les arbres fortement majoritaires, des noisetiers fortement représentés, des chênes de plus en plus représentés, donc une augmentation graduelle des températures. Ceci amène à la notion, la composition isotopique des glaces et d'autres indices, par exemple la palynologie que l'on vient d'étudier, permettent de retracer les évolutions climatiques de cette période, c'est-à-dire les 800 000 dernières années. Maintenant, comment faire pour aller plus loin dans le temps? Donc les climats des temps géologiques, quand on parle en millions d'années, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour reconstituer le climat? Eh bien, les roches sédimentaires apportent de bons indices, comme nous l'avons vu rapidement en classe à la fin de la séance. C'est ici que vous allez ajouter les notes que vous avez prises. Alors, dans votre livre, à la page 93, nous avons une comparaison entre la Provence, qui a aujourd'hui un climat méditerranéen, et la Namibie, qui a aujourd'hui un climat aride, subtropical. La question, c'est quel est le climat passé de la Provence, quel est le climat passé de la Namibie? Eh bien, on va rechercher des roches anciennes qui peuvent nous donner des indications. Alors, ces roches, ce sont pour la Provence de la bauxite, c'est-à-dire un minéral, un minerai de fer, donc une roche très rouge qui montre une oxydation importante, une dégradation importante des roches préexistantes, et donc un climat très chaud et humide qui exerce une altération que vous avez vue en tronc commun importante. Ces sols latéritiques issus de cette dégradation des roches et formant de la bauxite, on en trouve à l'heure actuelle tout autour de l'équateur. Donc la Provence avait un climat intertropical, si ce n'est équatorial, il y a un certain temps qui est daté au niveau des roches. Par contre, en Namibie, qui a aujourd'hui un climat très aride, on trouve des moraines. Alors vous retrouvez ici quelque chose qui ressemble à la roche que j'ai ramenée dans mon sac à dos, sauf que celle-ci est trop lourde pour un sac à dos. Et l'avantage, c'est qu'on y voit également ces fractures, ces traits, ces rayures dans la roche, très profondes, très marquées, qui indiquent le passage d'un glacier. Donc quand un glacier
passe dans une vallée. On a ce qu'on appelle des moraines frontales devant le glacier, là où il s'est retiré, et puis des moraines latérales sur les côtés de ce glacier. On peut donc noter la conclusion que sur les grandes durées, par exemple pendant le dernier milliard d'années, les traces de variations climatiques importantes sont enregistrées dans les roches sédimentaires. Mais on peut avoir d'autres preuves, comme ici, cette photographie nous l'indique. C'est une photographie que j'ai prise en Indonésie. Vous avez la taille des promeneurs pour donner une échelle de cet arbre. Vous reconnaissez ce qu'on appelle des frondes, qui sont les feuilles entre guillemets des fougères. Alors chez nous, les fougères, c'est au ras du sol, à 1 mètre ou 2 maximum, donc la hauteur d'un petit personnage. Ici en Indonésie, en climat tropical, nous avons des fougères arborescentes qui mesurent plus de 30 mètres de hauteur. Alors ces fougères vont être intéressantes pour connaître les climats d'un passé ancien. On les trouve, par exemple, à l'état de fossiles, dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais. Ici, ce document de la page 90 de votre livre vous montre un tronc de fougère actuel. Ici, je ne l'ai pas de près, mais il présente ces structures en écusson que vous retrouvez ici, dans un schiste qui a été prélevé sur un terril du Nord-Pas-de-Calais, et qui présente donc les mêmes structures. On avait donc, il y a 300 millions d'années, puisque le charbon du Nord-Pas-de-Calais, qui est dans les mêmes strates que ces roches, que ces schistes, date de 300 millions d'années. Un climat dans le Nord-Pas-de-Calais qui correspond aujourd'hui à un climat intertropical, toujours limite équatoriale. Vous avez l'Indonésie qui est ici un petit peu en dessous de l'équateur. Donc on peut déduire qu'on avait un climat tropical humide à Lens ou à Douai ou à Béthune il y a 300 millions d'années. D'autres fossiles nous témoignent également d'un climat chaud, ce sont les polypiers qui sont ici présentés. Donc vous avez un polypier ancien, ici conservé dans la roche, cette structure arrondie avec une espèce de caverne à l'intérieur. Et puis vous avez sous la mer un polypier actuel. Donc la photo 2B, c'est un calcaire du sud-est qui contient donc des coraux qu'on appelle aussi polypiers. On les trouve aujourd'hui, par exemple, à l'île Maurice, au niveau de sa barrière de corail, mais aussi partout où la température de l'eau ne descend jamais en dessous de 20 degrés. C'est là que l'on a des récifs coralliens, donc en zone intertropicale. Ce qui veut dire que dans le sud-est de la France, plutôt qu'avoir le climat de Bordeaux par exemple, nous avions à l'époque un climat intertropical très chaud. Donc une mer supérieure toute l'année à 20 degrés. Ce qui nous amène à la notion que des conditions climatiques très éloignées de celles de l'époque actuelle ont existé. Quelle est l'origine de ces variations climatiques? Vous avez la tâche complexe de la page 94 qui permet d'y répondre. Alors on n'a pas le temps de la faire cette année. Il s'agit d'observer des stomates que vous connaissez là aussi du tronc commun, c'est-à-dire les ouvertures de la feuille, qui vont être plus ou moins nombreuses en fonction de la teneur en CO2 atmosphérique. Et donc on peut retrouver des feuilles de Ginkgo biloba notamment, qui est un végétal qui existe depuis très longtemps, qui ont 60 millions d'années et sur lesquelles on va pouvoir compter le nombre de stomates, qui est un indice de la concentration en CO2 passée.
Donc le travail que l'on aurait pu faire, c'est de travailler à la fois sur un ginkgo actuel et sur un ginkgo fossile. Sur le ginkgo actuel, on réalise une empreinte à l'aide de vernis à ongles par exemple. Sur le ginkgo fossile, eh bien, on travaille sur une photographie. Ici, on fait une image. De l'autre côté, on va construire une courbe, utiliser une courbe étalon, c'est-à-dire qu'à partir des ginkgo actuels, on va établir la correspondance entre le taux de CO2 et le nombre de stomates. Ceci va nous permettre donc de conclure sur le taux de CO2 ancien en comparant à l'actuel. Utilisation du principe d'actualisme. Donc voici la courbe étalon qui nous est proposée dans le livre à la page 94. Donc plus la teneur en CO2 est importante, moins le nombre de stomates est important, puisqu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de stomates s'il y a beaucoup de CO2 disponible. Donc il y a eu une évolution des ginkgo. Les ginkgo avec moins de stomates ont été sélectionnés par la sélection naturelle lorsqu'il y avait peu de CO2 et inversement quand les taux étaient plus forts. Ceci permet de construire des courbes de variation de CO2. Vous avez ici en haut la température moyenne du globe mesurée déduite de différentes informations, les fossiles, les roches qu'on a vues précédemment, et puis le taux de CO2 avec, vous le voyez quand même, une marge d'erreur qui peut être très grande à certaines périodes. Et notamment, plus on remonte loin dans le temps, plus la marge d'erreur est importante. Vous avez donc ici une reconstitution de la position des continents anciennes, avec l'Amérique du Nord et l'Europe qui se trouvent, vous le voyez, en zone intertropicale. A l'inverse, d'autres zones comme la Namibie de tout à l'heure, vous avez l'Afrique ici qui se situe près du pôle sud, d'où les traces de moraines que nous avions tout à l'heure, donc avec des glaciers d'altitude. Comment prédire les climats du futur? Ce sera l'objet du chapitre 3 traité au prochain cours. Merci de votre attention.